Truck On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Nous sommes déjà rendus à l'épisode numéro 19 de Truck On, qui est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Vous venez de l'entendre. C'est Jean-Michel Pouliot. Salut! Salut Jason! Ça va? Ça va très bien, toi? Ouais, là, on a une petite voix enrouée. Ouais, petit rhume qui a débuté en début de semaine, mais on va passer au travers comme les autres. C'est ça que ça fait, coucher les fesses nous tête, hein? Ouais, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. T'as pas de petite soute à panneau en non. doublé non plus? Non. Je te jette ça. Ouais. Vendredi enneigé encore une fois. Hey, ça fait combien de vendredis de suite? Je sais pas, mais je pense qu'il y a 2 semaines, c'était un jeudi qui croisait le vendredi. La shot avant, c'était encore un vendredi. Ça doit faire 3-4 fois. C'est 3-4 sur vendredis. les fins de semaine, hein? Oui, t'as raison. Les jeudis, vendredis. Et puis, il y en a tombé de la neige. Parce que, fin de semaine dernière, pour ceux qui nous suivent régulièrement sur notre podcast, le dimanche dernier, j'ai monté sur la couverture avec ma blonde, enlevé l'épaisseur, puis j'ai fait un saut. Oui, il a tombé pas mal, mais c'est pas pire que ça tombe le vendredi. Ça nous laisse le temps de pelleter la fin de semaine. Malgré que des fois, on a d'autres projets que ça, là, le week-end. On vit avec, on est habitué, on est au Québec, fait qu'il faut s'attendre à tout. Exactement. Puis il y en a beaucoup qui nous disaient on n'aura pas une grosse hiver cette année. Au début de décembre, on n'a quasiment pas eu de neige. Puis, tu vois, hein? Ça nous rattrape. On a eu un automne assez doux, un début d'hiver super doux, mais c'est encore doux. Là. On a eu une période de froid 2 jours. qui a 2-3 jours. Mais sinon, on a beaucoup de neige, mais des températures qui sont quand même plaisantes. Là. Il ne fait pas froid. En tout cas, on vous souhaite une bonne émission, puis on espère que vous êtes en forme, puis nos camionneurs et camionneuses qui nous écoutent via les podcasts, les Spotify de ce monde, les Apple Podcasts, les Deezer, les iHeart Radio, on a Balado Québec également, puis on a Amazon Music, on est disponible sur toutes ces plateformes-là. Fait que merci d'être là, merci de nous écouter, de partager. On a des bonnes statistiques pour vrai. Oui, ça va bien. On frôle le 100 écoute, là, ça va très bien. Là. Le monde sont réactifs. On a beaucoup de sujets qui également nous touchent l'industrie du camionnage. On essaie d'être un peu différent des autres. On essaie d'aller chercher des personnes intéressantes qui ont des bons sujets. Et encore une fois, Jean-Michel, on est allé en chercher une. Yes. Qui va nous parler d'un sujet qui est très intéressant et qui est très d'actualité, encore une fois, avec les nouvelles réglementations qui s'en viennent, avec les accidents qu'on voit plusieurs partout passer sur les réseaux sociaux, sur les autoroutes, la fameuse 401, les camions bennes, 2-3 dernièrement là, qui sont promenés la benne des heures. On en a parlé dans le dernier podcast d'ailleurs. Oui. Ça s'est encore reproduit cette semaine. Donc, on va éplucher tout ça. On va aller rencontrer notre prochaine invitée qui est au bout du fil. Elle s'appelle Chanel Giroux. Elle est directrice régionale transport chez BFL Canada. Bonjour, Chanel. Bonjour tout le monde. Salut. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Contente de te parler. Écoute, une fille qui, dans l'assurance, depuis combien d'années, Chanel, tu joues dans le domaine de l'assurance, toi? Dans le fond, ça fait maintenant 12 ans que j'ai mis les pieds dans l'assurance maintenant. Le temps va vite. Oui, déjà 12 ans. 12 ans, OK. C'est quand même... Ça, c'est le fun. Est-ce que c'est un domaine... Est-ce que tu as commencé immédiatement dans le transport lourd ou tu as commencé en bas de l'échelle puis en graduant? Dans le fond, comment ça s'est passé un petit peu mon parcours? J'ai fait un peu de ligne personnelle. Bon, auto-maison, peut-être quelques mois. Sincèrement, ça n'a pas été... ce qui m'a allumé. Donc, j'ai tout de suite été par après au niveau du commercial. Donc, j'ai fait beaucoup de commercial général, donc tout type d'entreprises mélangées, autant des comptes majeurs, du PME et tout ça. Et par la suite, j'ai eu une opportunité pour aller vers la belle industrie du transport que j'ai saisie. Et c'est pas mal ça depuis ce temps-là. Ça a collé à moi.
Ça, c'est excellent, ça. Puis, tu vois, Jean-Michel, hein, du monde impliqué, du monde passionné. Passionné, ça fait toute la différence. Hein? Je pense que ça paraît dans le day-to-day. Là. Ah, mais ça, puis on le voit, hein, Chanel, dans tes réseaux sociaux. C'est pas que j'ai été épier ta page, là, c'est pas ça que je dis, là. Mais j'ai vu que tu étais une fille qui a fait de la démolition, qui aime la course automobile. Puis je t'ai même vu en photographie à quelque part sur un site de drague d'accélération de camions. Oui, c'est ça, c'est quelque chose qui me passionne, cette industrie-là et tout ça. Puis oui, c'est un peu pour ça, quand j'ai eu l'opportunité d'aller au transport, ça a vraiment, ça collait à ma personnalité. Je vais dire ça comme ça parce que bon, on le sait tous, le transport, c'est un petit peu un monde à part. Faut que ça fit, si tu peux dire, avec nous. Bon, un domaine qui énormément de pression, énormément d'adrénaline aussi dans tous les sens du terme. Mais c'est soit t'aimes ou t'aimes pas. Et moi, c'est mon style. J'aime bouger, j'aime ça, j'aime l'adrénaline que ça procure. Donc oui, effectivement, je partage ma joie et ma passion. Super, un beau mix. C'est cool, ça. Écoute, Chanel, comme tu es dans le domaine d'assurance du monde du transport, puis comme on a parlé avec Jean-Michel en entrée de podcast, beaucoup d'événements dans les derniers temps, on le voit passer beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de monde partage des événements qui se passent beaucoup sur la 401, entre autres, qui est une route majeure du côté du transport. On a eu ici également au Québec plusieurs événements, les camions bennes qui ont été accrochés à des viaducs dans les derniers temps, malgré l'imposition d'une nouvelle réglementation avec le fameux buzzer qui devait faire du bruit puis lumière qui allume dans le dash. Fait qu'on va faire un peu un grand tour avec toi des points dans le domaine du transport. Puis je veux qu'on commence avec le PEVL et les effets sur les assurances. Explique-nous un peu à quoi ça consiste, le PEVL, avec les assurances d'ailleurs. Oui. Donc, bien évidemment, PEVL, ça regroupe tout propriétaire de véhicules lourds, donc autant dans le domaine de la construction que du transport. Comment qu'on voit le PEVL de notre côté, qui est un document qu'on a l'obligation de fournir aux assureurs dans le cadre du renouvellement. Donc, c'est pas une option, on a l'obligation. Bien évidemment, PEVL est un peu le CV d'une entreprise. Donc, ça regroupe quand même toutes les infractions et tout ça. Et que ce soit, on voit justement avec le PEVL ceux qui ont pris action pour régler les infractions et tout ça. Donc, qui dit mauvais PEVL égale le fait que moi, en renouvellement, c'est très négatif pour nous parce que soit qu'on va avoir des problèmes avec l'assureur actuel, parce que l'assureur actuel va dire, oh, beaucoup de tickets, beaucoup d'infractions, mauvais score, égale parfois probablement commission des transports, dépendamment quel est le pourcentage, je peux dire, de résultats. Donc, qui dit commission des transports dit peut-être qu'on va devenir conditionnel et peut-être perdre notre permis de transport. Donc, pour un assureur, c'est très risqué de garder un transporteur qui est plus, je peux dire, cow-boy, et que peut-être le ticket de vitesse peut s'avérer en catastrophe, un accident catastrophique. Donc, c'est de là qu'au final, un mauvais PEVL peut dérouler de soit notre assureur actuel qui ne nous renouvelle pas, qui décide de ne pas prendre le risque de continuer avec nous, qui dévie de ça par la suite, on doit aller magasiner auprès de d'autres assureurs. Et souvent, c'est très difficile de nous replacer ailleurs parce que peu d'assureurs vont vouloir prendre un mauvais dossier PEVL. Donc, on garde souvent un problème qui, au final, finit par une autre solution qu'on va pouvoir parler, qui soit le Bureau d'assurance Canada. Le Bureau d'assurance Canada qui finit, coûter plus cher et plein de problèmes. Autre problématique d'un plus mauvais PEVL, c'est parfois, l'assureur au risque va accepter de se renouveler. Mais comme n'importe quel transporteur, si on est capable d'avoir moins cher ailleurs, on va saisir l'opportunité. Et c'est parfois là aussi où ça nous met des bâtons dans les roues. Parce que lorsqu'on va sur le marché, nous les courtiers, magasinons auprès d'autres assureurs, si on n'a pas la plus belle documentation possible, le plus beau CV, comment je peux dire, on n'est pas dans le driver's seat pour négocier une meilleure prime ailleurs.
Donc, au final, on se retrouve, pas qu'on se retrouve avec des mauvaises conditions, mais on se retrouve peut-être avec des bâtons dans les roues pour avoir une meilleure opportunité. Mais est-ce qu'il y en a qui vont, mettons, qui ont un mauvais dossier ou qui font abstraction de la règle, puis eux autres, ils disent « advienne que pourra », puis là, à un moment donné, ils veulent négocier parce qu'ils disent que toi, tu charges trop cher par rapport à, justement, parce qu'eux autres, ils se foutent de tout, puis qu'ils vont ailleurs, puis qu'ils se font refuser, puis ils sont obligés de revenir vers vous autres? Oui, dans le fond, ça revient à la situation où tu vas avoir des conditions de ton assureur parce que ton assureur, va juger, OK, je t'assure déjà, t'es pas assez problématique pour dire que je te renouvelle pas. Mais quand le transporteur va aller magasiner ailleurs ou peu importe, il n'y aura pas meilleur ailleurs. Donc, au final, l'assureur actuel a quand même fourni des conditions. Donc, il va rester avec le même assureur. OK. Fait que c'est sûr que plus que ton dossier est mauvais ou est entaché, plus la prime est haute, puis plus les problèmes ils suivent. Là, c'est certain. Tu sais, plus la prime est haute, je dirais plus dans le sens où meilleur est ton PEVL, je vais aller comme ça, meilleur est ton PEVL, plus tu vas avoir des opportunités pour avoir une meilleure prime. OK. Tu vas être plus, le PEVL est un élément parmi tant d'autres dans un dossier de renouvellement. Mais c'est parmi, moi je dirais, il y a 3 documents dans un dossier de renouvellement où on doit absolument regarder, que ce soit le PEVL, notre rapport de perte, bien évidemment, rapport de perte de sinistre, voir si on est payant ou on n'est pas payant, et notre rapport côté américain aussi, si quelqu'un fait du US et tout ça, parce que tu peux avoir un beau PEVL parce que tu fais que des États-Unis, mais qu'au final, de l'autre côté, tu as plein d'infractions, plein d'audits. Donc ça, c'est 3 documents qui résument à la base ton CV de transporteur. Donc, plus tout ça est beau, plus, encore une fois, tu es dans le driver's seat pour avoir des meilleurs. OK. Hey, moi, j'ai une question de même. Là. On jase, il n'y a pas personne qui nous écoute. Là. Juste aux 3, on jase de même. Là. Est-ce qu'il y en a qui essaient de vous en passer des petites vites des fois, là, en pensant que ils ne sauront pas, puis finalement, au final, c'est pas avantageux pour eux autres pantoute de compter les petites menteries? Bien évidemment, c'est jamais avantageux côté assurance de côté des menteries parce que un contrat d'assurance, c'est un contrat de bonne foi. Donc, c'est vraiment l'assureur te fait confiance, il te fait confiance qu'après du contraire. Et quand il arrive le contraire, c'est fini. Déclaration mensongère à un assureur, c'est terminé, là. Plus personne va vouloir t'assurer. Ouais. Oups! C'est là que ça va pas bien. Fait que c'est pas mal mieux d'être honnête, même si ça a t'as traversé une période trouble, disons, là, entre parenthèses, que de dire que tu n'as jamais eu rien, puis finalement, au final, on découvre que c'est pas vrai, puis là, plus personne ne veut t'assurer. Là. Complètement, effectivement. Puis c'est vraiment, je dirais, c'est parmi les pires, parce que aussitôt que c'est annulé, refusé par un assureur, peu importe, le courtier n'a pas le choix de déclarer la raison. Et cette raison-ci est parmi celles que bonne chance pour te faire reprendre quelque part. Puis à part le Bureau d'assurance du Canada, bien évidemment. Puis même là, c'est difficile. Si on continue un peu dans la même lignée là, des accidents puis des affaires-là, si on parle un peu des camions bennes là, qui percutent des viaducs, on s'entend qu'ils peuvent pas trop vous le cacher. Le Québec au complet est au courant. Là. Mais c'est quoi? Puis ça arrive régulièrement. On dirait que dans les dernières années, on entend parler beaucoup plus, malgré que là, il y a une obligation d'avoir une switch, d'avoir un signal. Mais comme on a dit, il y en a qui bypassent le système. Mais c'est quoi les répercussions que ça a sur une compagnie de transport qui arrive un accident comme ça? La répercussion, c'est bien évident. Puis les incidents qu'on a vus, c'est des ponts. Souvent que donc tout ce qui est voirie s'accroche, bien évidemment, tu risques d'avoir une facture assez salée au bout de la ligne, une poursuite assez importante. Okay. Donc, pour un transporteur, ce que j'espère, c'est que ces gens-là ont suffisamment d'assurance parce que la majorité du temps, les transports de vrac locaux, construction, restent au Québec. Okay? Et souvent, les gens ont 2 millions en assurance responsabilité civile. Okay. Donc, moi, ce que je leur souhaite, c'est que la limite
soit suffisante. Parce que, bon, dépendamment, j'ai pas vu l'étendue des dommages. Même là, je suis pas une experte visuelle des prix versus l'image. Puis bon, ça peut dévier assez loin. Mais justement, j'espère que la poursuite dépassera pas le 2 millions et aller plus haut. C'est dépendamment. Par exemple, la structure est impactée. Bon, et tout ça... on sait que ça coûte assez cher, c'est ça, les viaducs, la construction de tout ça. Surtout au Québec. Ouais. Mais suite à faire un peu de millage sur la question, Jean-Michel, j'imagine que c'est au transporteur ou à la compagnie de faire la preuve que l'accident est pas... comment je te dirais ça? C'est pas un geste volontaire, c'est un bris mécanique. Parce que là, c'est de la négligence. Oui, c'est ça, là, exactement. Un vrai accident, c'est un accident, on le dit, mais si c'est de la négligence que le chauffeur ou la compagnie de transport a bypassé la switch ou a fait en sorte que, que le nouveau règlement n'est pas appliqué, ça fait quoi, ça? Ben, tu sais, on peut spéculer longtemps sur la raison qui s'est passé ça, puis je ne cacherai pas, moi aussi, j'ai posé la question à des amis en voulant dire comment ça peut se produire. Je conduis pas des camions, mais je me dis, mon Dieu, comment tu peux pas t'en rendre compte qu'il se passe quelque chose en arrière? Ben, c'est ça, tu sais, on se promène en auto, on regarde dans nos rétroviseurs aux 5-10 secondes. Fait que je comprends pas qu'un chauffeur de camion se promène la benne dans les airs et ça n'en aperçoit pas, là. Ouais, ben, c'est ça. Puis, tu sais, rendu là, est-ce que c'est criminel, pas criminel, négligence et tout ça? Comment vont voir les assureurs? J'ai aucune idée, mais ce que je sais, c'est que clairement, c'est un accident responsable. À la base, c'est clairement responsable de foncer dans le pont. Il n'y a pas manière de t'en tirer. La seule façon de possiblement t'en tirer, plus encore là, bonne chance, c'est de trouver une défectuosité mécanique. Et même là, je pense pas. C'est ça. Je sais pas à quel point ça serait prouvable que tu serais non responsable. Ouais, c'est ça. On peut spéculer. Mais la morale de cette histoire, moi, je dirais, cette histoire d'incident-là, il y a deux choses, personnellement, que je trouve. Première des choses, c'est peut-être de vérifier avec votre courtier. C'est peut-être, un petit million de plus au lieu du 2, du 3 millions, si ça coûte plus cher. Des fois, parfois, on peut rester surpris du prix. Puis au moins, ça peut assurer d'une près d'esprit, si je peux dire. Parce que, bon, peut-être ces gens-là qui ont frappé un pont sont peut-être stressés en ce moment. Ça, c'est la première chose. Sûrement, oui. La deuxième, oui, parce que c'est un sac à surprise qui peut arriver n'importe quand. Ça peut prendre 1 an, 2 ans. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont avoir le final. Ça peut être long à régler, cette histoire-là. Et la deuxième chose, c'est un peu au niveau de l'embauche, la formation d'embauche. J'ai aucune idée qui conduisait ces camions-là, mais est-ce que c'était des jeunes qui ont eu une formation sur le fly il y a à peine 24 heures, puis qui ont sauté sur un camion, puis que là, ils connaissaient pas comment fonctionnait le système, puis que par accident, accroché quelque chose. C'est ça aussi, c'est de voir la raison en arrière de ça. Est-ce que c'est l'embauche, la formation? C'est quand même ce que ça amène. C'est le transport de vrac en assurance n'est pas le transport le plus sexy, si je peux dire ça comme ça actuellement, à cause de tous ces types d'incidents-là il y en a pas souvent des incidents, mais en vrac, quand il y en a, il coûte cher. Parce que c'est sûr que le camion, il vire ou il frappe un pont. C'est ça, là. Ben écoute, je me souviens de l'incident il y a plusieurs années, peut-être au recul de 4-5 ans, sur la rive sud de Montréal. C'est un camion Ben, justement, qui avait arraché un viaduc, puis ça avait fait le tour des médias. Là, puis, c'est assez incroyable. On le voyait, là, il a roulé quand même quasiment 1 kilomètre, la benne dans les airs. Ça devenait invraisemblable qu'ils ne savent pas là, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'une compagnie d'assurance peut dire « M'excuse, madame, mais à la lueur des enquêtes, tout ça, nous autres, on ne payera pas pour ça, puis débrouille-toi. » Puis là, c'est tout pelleté dans le cours de la compagnie, ou l'assurance est obligée, malgré tout, de dédommager l'entrepreneur? Bien, c'est tellement du cas par cas. Puis là, bon, on rentre dans une zone grise. Parce que, bon, il y a plusieurs petits facteurs. Je dirais, il y aurait 2 options. Soit que dépendamment des circonstances que ça a causé ça, soit que l'assureur, effectivement, dit non, je te paye pas. Ça peut arriver, mais bon, c'est plutôt rare. Il faut vraiment qu'il y ait eu une négligence très grave et prouvée. Sinon, l'autre option, c'est que l'assureur ne te renouvellera pas ton renouvellement, puis il va dire désolé, t'es négligent ou quoi que ce soit. C'est vraiment, moi, c'est le plus gros risque, c'est de ne pas se faire renouveler. Parce qu'après ça, tu te retrouves avec le problème, bon, qui va me reprendre?
Oui, c'est ça. C'est quand tu es refusé une place, après ça doit être compliqué. Là. Oui. OK. Fait que c'est... Soyez avisés, camionneurs et camionneuses. Hein? Faites les choses en règle de l'art et assurez-vous que votre truck, votre camion soit inspecté d'un bout à l'autre, qu'il n'y ait pas de petites défaillances qui peut causer. Tu sais, un viaduc, là, on l'a dit tantôt, là, si tu frappes ça, déjà là, tu es obligé d'avoir une inspection complète. Si le viaduc est brisé moindrement, ils peuvent aussi bien dire écoute, il a bougé, il faut le mettre à terre, on l'a rebâti. Là, ça commence à coûter une beurrée, ça là. Quand c'est juste du matériel, c'est pas pire, mais s'il y a des vies en jeu au travers de tout ça, là, ça commence à compliquer les choses pas mal plus. Là. Oui, puis peut-être pour renchérir ce que vous venez de dire, de plus en plus les assureurs, justement, en cas de réclamation, demandent l'inspection avant départ. Afin de démontrer que justement, tu as causé un accident, tu as eu un accident, mais avant de quitter, est-ce que tu as tout vérifié ou tu n'as justement pas vérifié ou tu as noté peut-être une défectuosité, puis tu es quand même parti qui a causé l'accident. Donc, l'inspection avant départ devient est obligatoire, mais quand même de bien la faire et très prioritaire. Oui, parce que j'imagine que si dans la RDS que la personne fait avant de partir ne marque pas qu'il y a eu, exemple, on va donner le plus bel exemple, d'un camion Ben fait sa ronde de sécurité, puis il sait que sa lumière est défectueuse, puis il s'en sac parce qu'il ne veut pas l'avoir flashé, puis il ne veut pas entendre le buzzer, puis il arrive un événement de même. Lui, il est dans le trouble, il met sa compagnie dans le trouble, puis il peut mettre la compagnie en faillite bien raide. Oui, effectivement. Effectivement. Puis bon, c'est ça. Puis en plus de ça, avec un petit peu les nouveaux changements au PEVL qui va se passer, parce que bon, en janvier, on le sait, tout change, tout vire bout pour bout. Les chauffeurs, eux aussi, vont être pénalisés au niveau de la perte de points et tout ça. Donc, si jamais il se passe un incident, ils se font arrêter, quoi que ce soit, tout le monde est pénalisé en ce moment, là. OK. Oui. Il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. Un sujet qu'on n'avait peut-être pas noté dans nos notes, mais je veux te la poser quand même. Tu sais, là, présentement, la SAC est fermée pour on est au Québec, là, je tiens à vous le dire. Fait que nous autres, on ferme pendant un mois pour faire une transition informatique. On n'a pas été capable de mettre un système en parallèle pour continuer à travailler. Nous autres, on a décidé, on ferme un mois, le monde n'aura pas besoin de ça. Est-ce que ça peut avoir des impacts au niveau de l'industrie du camionnage, au niveau des assurances? Qu'est-ce qui se passe présentement? Oui, je vous dirais, bon, en ce moment, je vais dire, de mon côté, on a été très, très prévoyants. Donc, aussitôt qu'on a su que ça fermait, tous les documents importants des clients, on était plus d'avance que trop en retard. Donc, on a essayé de commander dossiers de conduite PEVL le plus d'avance possible. Les assureurs sont au courant, donc sont conciliants, mais bon, pour l'instant, j'ai pas vécu situation problématique de mon côté. Pas pour l'instant, mais bon, c'est peut-être, comment je peux dire, circonstanciel, puisque bon, ça n'a pas donné que ça m'a posé problème. Mais oui, je sais que j'en ai eu des clients qui ont essayé d'immatriculer des véhicules et tout ça, puis c'est pas évident. C'est pas évident en ce moment. On jongle avec un peu un imprévu, puis autant que j'ai des dossiers que j'ai besoin absolument d'un PEVL très rapidement. Donc, ça s'appelle le 20 février. On met notre chapelet à la corde à linge que tout va reprendre et tout va être de retour. Ça, c'est l'autre affaire. Est-ce que tu penses que les dossiers vont suivre? Est-ce qu'il va y avoir... Parce que là, s'il arrive des pertes dans le PEVL, c'est un nouveau système informatique. Là, il peut y avoir des grosses problématiques là-dedans. Là. Oui, je vais vous avouer sincèrement, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, tous ces changements-là, parce que bon, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'exemple, l'année passée, en décembre, quelqu'un qui était correct au niveau de son PEVL, étant donné la nouvelle façon de pondération et de regarder un dossier, peut-être que tout d'un coup, surprise, tu seras plus du tout correct. Ou la SAC, on ne sait jamais, c'est encore là, on connaît la SAC. Est-ce qu'il va y avoir des erreurs? C'est quand même, comment se dire, on peut pas scier une machine, c'est pas un humain qui fait ça c'est la machine qui fait le changement, tout ça, donc on n'est pas à l'abri de potentielle erreur.
ça va quand même être pour les transporteurs le mot d'ordre d'être très vigilant et peut-être, au lieu de commander, bien évidemment, les PEVL une fois par 3 mois, peu importe, au début, lorsque le 20 février, d'être très vigilant, puis peut-être les regarder une fois par mois et même si c'est plus rapproché, puis parce que bon, un peu comme on disait tantôt, ça dévie sur un paquet de choses, le PEVL, donc on est mieux, il va falloir être vigilant, lui. OK, c'est bon. Moi, j'ai l'impression, c'est ça, qu'après cette transition-là, que toutes les compagnies de transport vont demander justement là, les dossiers de conduite, puis ci, puis ça, les documents, puis là, ça vont être inondés, puis ça va... j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ils vont sortir le fax. J'espère que le système va suivre. Oui, exactement. On va le souhaiter. Hey, je veux qu'on parle du mécanisme de Bureau Assurance Canada qui oblige un assureur à fournir une assurance. Ça paraît basique, mais il reste que c'est la base de tout, là. Oui, puis un peu poursuivre les sujets qu'on parlait tantôt. Si un assureur te refuse, quoi que ce soit, tu te retrouves dans le problème. Dans le fond, il faut savoir qu'au Québec, on a un mécanisme qui oblige l'assurance automobile au Québec. Donc, ce qui fait en sorte que si jamais tu es dans l'impossibilité d'avoir une assurance, que ce soit parce que tu as été refusé par ton assureur actuel, tu as magasiné, puis c'est impossible d'avoir une nouvelle assurance, ou dans l'optique aussi de je pars en affaires, je veux m'acheter un camion, mais je ne respecte pas les critères minimums d'une première assurance pour Y raison, c'est possible d'avoir accès au mécanisme de Bureau d'assurance du Canada. Comment ça fonctionne? C'est que dans le fond, c'est régi par le Groupement des assureurs automobiles du Québec, qui, eux, obligent un assureur à fournir une soumission d'assurance pour le montant de responsabilité civile minimum légal. OK? Donc, ils vous fournissent une assurance très, très, très de base. J'ai des assureurs qui, parfois, acceptent de donner l'assurance pour les dommages au véhicule, donc protection, collision, feu, vol, vandalisme. Il y en a que non. Donc, c'est très important de savoir que si on a un véhicule financé, ça peut parfois, ça peut être un problème comme non. Donc, c'est du cas par cas. Là, j'en entends souvent dire, je vais au Bureau d'assurance Canada, ça va me coûter l'idée de la tête, c'est bon. On peut pas le savoir. Donc, tant qu'on n'a pas la soumission devant les yeux, on peut pas le savoir. Puis, en quelque part, c'est rendu à cette solution-là parce qu'il n'y a pas d'autre solution possible. Je dis pas qu'il n'est pas possible d'en sortir. J'en ai eu des clients qui en ont sorti, c'est pas impossible. Mais bon, la raison pour laquelle tu t'es retrouvé là, faut la cibler, faut la corriger, puis c'est ce qui va faire en sorte que tu vas en sortir. Par après, exemple, si je reviens au transport, exemple, le Bureau d'assurance du Canada oblige l'assurance automobile et le courtier va à la carte chercher que ce soit l'assurance pour la cargaison, la responsabilité civile, bon, les protections connexes sont disponibles à la carte par après. OK. Mais tu m'as sonné une cloche tantôt, là. Tu m'as dit quelqu'un qui s'achète un truc. Comme ça, moi et Jean-Michel, on décide de s'acheter chacun un truck, puis mais avant de l'acheter, est-ce qu'on doit être en mesure de se trouver une assurance? Parce que j'ai l'impression que des fois, qu'il y en a qui vont trop vite dans le processus. Tu sais, ils vont acheter un truck, puis après ça, ils vont l'assurer, mais ils peuvent pas l'assurer. Ça se peut-tu, ça? Ça, c'est officiel. Puis, moi, ce que je recommande, c'est si tu as le projet de t'acheter un camion, OK? Tu dis, j'ai le goût, je le fais, avant même de donner un dépôt ou quoi que ce soit, c'est de passer par l'assurance, surtout si c'est une première assurance. Okay. Tu demandes une soumission, puis les assureurs connaissent le package, pas le package, mais bon, le processus. Donc, c'est très normal, on demande si on est assurable, on a une soumission par après. Bon, la suite des choses, OK, après ça, tu peux aller ouvrir ton registre d'entreprise, ton enregistrement CTQ, tout ça. Tout le reste peut suivre après. Mais première étape, c'est d'avoir une assurance, autant côté budgétaire, parce que bon, c'est savoir, je m'achète un camion, mais l'assurance, tant qu'on n'a pas la soumission, je budgète combien de paiements d'assurance. Puis des fois, ça peut, première assurance, ça peut être dispendieux. Et par après, bon, c'est quoi les protections d'assurance aussi qui vont être disponibles pour moi, c'est une autre chose. OK.
OK. C'est quand même assez intéressant. Fait que, c'est complexe en même temps. C'est quelqu'un qui connaît pas ça, qui sait pas ça, il est pas mal mieux de passer par un courtier et de s'informer des tenants aboutissants parce que tu vas finir, parce que tu peux te river le nez avec un camion que tu as acheté puis que tu peux même pas l'assurer. Tu es dans la merde solide. Là. Ah oui. Puis moi, je recommande tout le temps à tous les transporteurs, faites affaire avec un spécialiste en transport. Peu importe, c'est comme dans n'importe quel domaine. Bien évidemment, n'importe qui peut assurer une compagnie de transport, mais c'est pas n'importe qui connaît toutes les subtilités et tout ça. Puis comme dans n'importe quoi, quand ça fait pas tous les jours, c'est des petites choses comme ça que peut-être certains. Il y en a, puis j'en ai connu qui se sont fait bloquer dans leur projet à cause de ça parce qu'ils ont consulté quelqu'un qui savait faire du transport, mais qui n'était pas sa niche. Donc, finalement, il n'a pas pu acheter le camion ou il s'est retrouvé pénalisé à cause de ça. Donc, de faire affaire avec un spécialiste en transport, c'est vraiment... c'est mon gros conseil. Excellent. Excellent. Puis moi, j'irai avec une autre question. Là. On est en train de te bombarder. Non, c'est correct. Il arrive quoi quand il arrive de quoi hors Québec ou à l'extérieur de la province, avec ça peut être un accrochage, un petit accident de quoi de mineur. Ça fonctionne de quelle façon? Dans le fond, on a tout le monde au Québec, on a la SAC, on a le NOFA, qui n'existe pas hors province. OK? Puis bon, les États-Unis, on le sait tous, c'est cowboy. Mais je vais rajouter à ça, l'Ontario est rendu aussi cowboy que les États-Unis. Oh, OK. Ouais. Puis j'en entends beaucoup qui pensent pas. Puis bon, non, j'ai vécu des situations où on pensait pas que ça allait escalader comme ça. Parce que qu'est-ce qui arrive au Québec, c'est qu'on a la SAC qui fait les dommages corporels et tout ça. Mais exemple, en Ontario, c'est pas le cas. Aux États-Unis non plus. Donc, aussitôt qu'un transporteur est impliqué dans un accident avec une autre personne, OK? Accrochage mineur. Moi, ce que je recommande, c'est d'avertir son courtier pour faire une ouverture auprès de l'assureur. Pour quelle raison? Parce que on reçoit des poursuites. Des fois, ça peut prendre 1 an. Des fois, ça peut prendre 2 ans. Que tout d'un coup, la personne qui a juste éraflé son derrière d'auto a mal au cou, ne peut plus travailler. Il fait le pas. Ici, ça dévie énormément. Donc, si jamais tu n'as pas pensé d'avertir ton courtier, de bâtir ta défense, ton dos. Tu sais, quand je parle de défense, le mot d'ordre, aussitôt qu'on a un accrochage en province, c'est des photos. Il faut absolument bâtir ta défense de dire, parce qu'après, tu n'as pas de photos, tu n'as pas de dashcam, comment tu peux venir prouver que la personne a mal au cou puis c'était mineur l'accrochage? Tu n'as aucune défense. Donc, faut vraiment, c'est vraiment de bâtir sa défense, puis après que tu l'envoies à l'assureur, lui, dans le fond, fait juste garder ça dans sa base de données. Il a bâti sa défense et ça se termine là. Donc, l'assureur va garder un suivi que si jamais il n'y a pas de nouvelles après X nombre de temps, il va juste fermer son dossier puis tout est beau. Mais honnêtement, c'est des scénarios qui souvent, on reçoit des mises en demeure. Ontario, États-Unis. Et quand je parle, j'ai des accidents en Ontario que rapidement, ça dépasse le million en poursuite. Oh, OK. Est-ce qu'il y a des délais? Je veux dire, mettons, tu as un accident, soit en Ontario ou aux États-Unis. On va prendre l'exemple des États-Unis parce qu'il y a beaucoup de compagnies de transport qui font du US. Est-ce qu'il y a un délai à recevoir une mise en demeure ou une poursuite? Parce que, tu sais, comme tu dis, des fois, ça prend 1 an, puis le gars, il se fait tu sais, il y a des pancartes d'avocats sur le bord des autoroutes. Fait aux États-Unis, fait que ça vous donne une idée, là. Fait que, tu sais, ça peut s'arriver qu'après 3 ans, 4 ans, vous recevez une mise en demeure ou il y a un délai? Non, il y a un délai. Mais justement, aux États-Unis, là, je vous dis ça sous toute réserve, là, sincèrement. Si ma mémoire est bonne, aux États-Unis, c'est 5 ans. Et en Ontario, je pense que c'est 2 ou 3 ans. Je suis plus certaine. Il faudrait des années. Fait que c'est assez long, hein? Oui. Tu peux recevoir tout d'un coup pour que c'est une des raisons pour laquelle, aussitôt qu'il se passe un accident, c'est tout de suite qu'il faut bâtir notre défense. Parce que 3 ans plus tard, t'as plus rien. T'as plus, tu sais, comment je peux dire, t'as bâti ta défense, puis là, l'assureur va te dire, tu me le rapportes encore. Donc, moi, j'ai plus rien pour te défendre.
Donc, l'assureur peut plaider qu'il ne défend pas pour late report, qui est une clause dans le contrat d'assurance. OK. Fait que c'est touché pareil, hein? C'est une autre chose à faire attention. Hein? Oui. Ben ça, en quelque part, si je parle des États-Unis, Ontario, mais même au Québec, concernant le PEVL, je veux pas, on devrait toujours prendre l'habitude de se bâtir une défense. Ouais, donc, prendre des photos, se défendre, parce que le PEVL, on le sait, on est automatiquement responsable. Même si on ne l'est pas réellement, on perd des fois automatiquement, surtout qu'on a un incident. Donc, de prendre l'habitude de tout de suite bâtir notre défense, prendre plein de photos, puis bien évidemment, la dashcam, qui peut être positive comme négative, mais ça aussi, ça ment pas. On voit vraiment, exemple, au Québec, de dire « il m'a coupé ». Bon, au Québec ou n'importe où, « il m'a coupé ». Ça arrive. On en voit tous les jours, c'est Facebook de ce monde, hein? Ben oui, il m'a coupé. Ben là, tu le vois, sa dashcam, que tu n'avais aucun moyen de réagir. Ça ment pas, une dashcam. C'est ça. Bon, autant des fois, ça peut te tenir. Ouais, mais bon. Mais tu m'amènes à te poser une question au niveau justement des dashcams. Est-ce que c'est un avantage au niveau des assurances d'avoir un dispositif de dashcam? Je sais qu'il y a des compagnies de transport maintenant qui sont d'office, ils ont tout dans les camions parce qu'eux autres, ils ont un système qui enregistre les freinages brusques, puis ça sert au niveau de formation. Est-ce qu'au niveau des assurances, est-ce que c'est un plus-value ou que tu n'aies ou que tu n'aies pas, ça ne change rien? OK. Les dashcams, c'est pas quelque chose qui fait un rabais. Bon, tu n'auras pas un rabais nécessairement sur le prix, mais oui, je dirais que c'est un avantage parce que, bon, c'est un avantage autant pour le transporteur que pour l'assureur parce que si tu fais beaucoup d'hors-province, ils savent que tu as un outil plus pour bâtir ta défense. Donc, c'est un avantage. C'est un avantage parmi tant d'autres. Surtout ceux qui font beaucoup de, c'est ça, hors Québec. Quelqu'un au Québec, je ne peux pas dire, bon, qu'ils vont miser là-dessus, mais quelqu'un qui fait beaucoup d'États-Unis, souvent, c'est pas mal, c'est très positif d'en avoir. OK. Donc, tu as un avantage, peut-être pas un avantage monétaire au niveau du coût d'assurance, mais au moins, tu as un avantage de dire, comme tu as dit tantôt, oui, ça peut être négatif si tu as le nez tout le temps dans ton cellulaire puis ton truc vacille droite-gauche, puis à un moment donné, tu n'accroches un. C'est sûr que tu vas t'incriminer par toi-même, puis tant pis, puis tant mieux. Mais dans le meilleur des mondes, c'est que si t'es pogné aux States, puis comme tu dis, il y en a un qui vient te couper, tu y rentres dedans, puis c'est pas de ta faute, puis lui, il veut te poursuivre pour des millions parce qu'il a mal dans le cou, ben là, la dashcam peut venir prouver que finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Oui, c'est ça. Pour ta défense, en réalité, c'est pratique. Exactement. Ah, puis, j'ai tellement vu des incidents qui, des fois, dévient à un point incroyable, que ce soit un accident mineur, puis là, c'est rendu la femme, la sœur qui poursuit, c'est la famille au complet qui poursuit, puis ça dévie tout le temps. Ça peut devenir incroyable. Donc, c'est quand on est prêt et qu'on peut se bâtir une défense, c'est vraiment ma grosse recommandation. Non, ça, c'est très, 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 très intéressant. Le fameux FAQ ou FAC 27 et son application, ça, c'est quand on a une remorque. Mettons, moi, je suis un broker, puis je promène des remorques d'une compagnie à l'autre. Comment ça marche, les assurances? Est-ce que je suis assuré d'office parce que j'ai un camion ou je dois absolument aviser mon assureur à chaque fois que je transporte divers matériels? Dans le fond, l'FAQ 27, comment il fonctionne? Puis bon, j'ai souvent entendu du monde, j'ai un FAQ 27, je suis couvert quand je tire la remorque de mon chum, peu importe ce qui se passe. C'est pas vrai. Oh. OK? Dans le sens où c'est important pour un transporteur de savoir, exemple, moi, je suis une compagnie de transport. Je prête ma remorque, OK? Le FAQ 27 que toi, tu as, va payer les dommages à la remorque seulement en cas d'accident responsable. OK? Donc, exemple, un accident non responsable, un pur hasard, ben, c'est mon assurance qui va venir payer la remorque. Et non pas la tienne. OK. Donc, c'est correct, tout le monde est assuré, tout est correct, mais tu sais, des fois, dans la bonne entente, parce que j'ai souvent vu des conflits comme ça, de « Hey, j'ai prêté ma remorque, comment ça, c'est pas son assurance qui paye, puis bon, et tout ça. » Mais c'est ça, le FAQ 27 ne couvre pas tout le temps. Il couvre seulement en cas d'accident responsable. Donc, d'être très vigilant là-dessus. Puis, il y a justement un article très intéressant qui est sorti dernièrement. C'est Sainte-Monac qui a publié un article
article très intéressant sur les FAQ 27 que je vous invite à aller lire si jamais vous voulez plus de détails de viande au niveau de l'application des FAQ 27. Mais ça prouve justement que les transporteurs qui trouvent leur remorque, qui prêtent leur remorque, justement de faire les vérifications diligentes et tout ça, puis au moins d'être conscient que ça ne paye pas toujours. Oui, puis comme tu dis, c'est des. Tu sais, il y en a qui partent avec le principe de base, c'est comme je te disais tantôt, on est assuré de base, il n'y a pas de trouble, je peine une remorque, je m'en vais avec ça, mais en fin de compte, il y a toujours des petites technicalités qu'on ne connaît pas, puis on va le répéter, là, puis écoutez-nous bien, là, c'est pas pour vous materner, mais je pense que c'est des fois un petit téléphone ou un petit courriel pour être sûr de notre affaire, ça peut nous éviter bien des casse-têtes. Ben oui, puis pour renchérir ce que tu viens de dire, le transporteur prête sa remorque, par exemple, je te prête ma remorque, de demander un certificat d'assurance aussi qui confirme que tu as les FAQ 27. Ça aussi, je recommande fortement parce qu'au moins, on a une garantie que moi, j'ai fait mes vérifications que tu avais la protection. Absolument, absolument. Puis ça, c'est comme on dit, on ne le répétera jamais assez. Informez-vous, prenez le temps, prenez 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, mais au moins, ça va peut-être, puis possiblement, vous éviter bien des tracas, puis vous allez avoir l'esprit tranquille. Fait que s'il y a un petit accrochage ou peu importe, ben, vous allez avoir dit, non, regarde, moi, mon assureur ou mon courtier me le dit, je suis couvert, qu'on soit pas à tête, ça va se régler. C'est du temps bien investi. C'est pas compliqué, là. C'est de l'information, je crois, qui devrait être connue de tout le monde, malgré que c'est... Mais comment il y en a de monde? Puis, Chanel, tu pourras pouvoir nous le confirmer. Combien il y a de personnes qui pensent, c'est une assurance, je suis assuré, puis ils ne se posent pas de questions. Puis quand il arrive un événement, que ce soit mineur ou majeur, ils tombent à terre parce que là, eux autres, ils n'ont pas lu le contrat ou ils n'ont jamais parlé avec le courtier. Eux autres, ils ont émis un chèque, ils ont payé, puis la vie est belle. Mais c'est pas de même que ça marche, là. Non, c'est pas même que ça marche. Puis bon, pour ça, je ramène ça au point où avoir un bon courtier qui est spécialisé en transport va justement faire le tour de toutes ces subtilités-là, puis justement faire le tour de tes activités et tout ça pour bien expliquer les nuances. Donc, je ramène ça un petit peu à ça pour éviter justement des petites surprises en cas de réclamation. Donc, je suis couvert pourquoi, je suis pas couvert pourquoi. Je pense que c'est la base. Exactement, c'est la base. Il faut y aller avec ça. Yes. Ouais. Puis, il y a aussi le fait que les marchandises transportées, là, si, exemple, j'imagine que ça doit avoir un impact, là, la personne qui transporte des bacs de plastique de chez IPL versus la personne qui fait des voyages de vite. Les voyages n'ont pas le même coût. Là, j'imagine, ça a une grosse impact de bien déclarer ce qu'on transporte à nos assurances? Oui, énormément. Puis, tu sais, c'est drôle, j'ai entendu dernièrement, quelqu'un me disait, Chanel, c'est compliqué comme ça de trier ce que je transporte. Ouais. Peux-tu m'assurer transport général? Transport général signifie que c'est un tout-ski. Un tout-ski! Donc, un tout-ski, donc, ça va coûter les yeux de la tête. Et même, ça ne fait pas vraiment de t'assurer pour tout. Puis, tant quelque part, on a toute une spécialité de transport, que ce soit de la citerne, du dry box, du charbon. On a toute notre spécialité. Puis, ce type de spécialité-là, c'est pas n'importe quoi qui va dessus. On s'entend, je ne mettrai pas un voyage de réfrigéré dans un dry, puis bon, peu importe. Ça n'existe pas. Donc, puis, au-delà de ça, dans la marchandise transportée, il y a bien évidemment des marchandises qui sont plus target et donc plus dispendieuses. Tu sais, j'ai en tête, exemple, quelqu'un qui fait beaucoup d'acier. Tu sais, l'acier, tout ce qui est métaux précieux, c'est plus dispendieux, plus target en cas de vol. Donc, après ça, je vais vers tout ce qui est viande, fruits de mer, des voyages qui valent habituellement très cher. Très Si on pense en temps de Noël, les voleurs, les voyages de viande, ils sont assez... ils planifient leur coût. Oui, c'est donc, sûr. de bien répartir, moi, en tant que transporteur, c'est quel est le pourcentage de chaque marchandise que je fais a évidemment une répercussion sur le coût aussi. Si les transporteurs ne s'attardent pas à réfléchir à quoi, puis exemple, pour pas se casser le basic, on dit, je fais un 50% d'aluminium, d'acier, j'en fais 50%, on est en business. Ça va coûter les yeux de la tête. Donc,
un exemple parmi tant d'autres. Donc, de bien trier ce qu'on fait pour, évidemment, avoir une répercussion sur le coût d'assurance. Mais C'est clair que c'est avantageux. oui, OK, mais je vais pousser ma question un petit peu plus loin parce que je trouve ça intéressant, ce point de vue-là. Tu sais, je n'en connais du monde qui font du dry box, mais qui touchent un peu à tout. Je vais reprendre l'exemple à Jean-Michel. Là. Il peut charrier les bacs pour IPL pendant une semaine. Puis la semaine d'après, il y a un call à Sainte-Marie, Vitrerie Sainte-Marie. Il faut que tu ailles me porter des vitres en Ontario. Puis l'autre semaine d'après, c'est des palettes de tours. Puis il touche un peu à tout. Comment il fait, lui, pour se retrouver là-dedans? Bien, exemple, c'est nous, ce qu'on a besoin, c'est les catégories. OK? Donc, exemple. Moi, je résume ça en matériaux de construction. Matériaux de construction, bien évidemment, tu peux faire de la brique, bon, du bois, tout ça. Tu sais, j'ai pas besoin de lister briques, 2x4, tout ça. Ça va dans le micro-détail. C'est sûr qu'on peut l'écrire un peu, mais je résume ça en matériaux de construction. Après ça, exemple, tu fais du Rona. Je vais résumer ça en quincaillerie Rona. On s'entend que l'assureur va comprendre que si tu fais du Rona, on sait qu'est-ce qu'il y a dans un Rona. Donc, il y a des catégories. Il va par catégorie grossière, des anodes, peu importe, on peut résumer grossièrement. Puis bon, c'est ça. C'est catégoriser la marchandise transportée par, je sais pas, le mot méchant, par section, je peux dire. Donc, sans nécessairement nommer des bacs, des tournevis. Oh, je comprends. Il y a on y va par catégorie, en fin de compte. C'est ça. Okay, c'est ça. Puis, dans le fond, après ça, on peut spécifier, nous, dans notre déclaration, bon, dans matériaux de construction, exemple, j'en ai qui disent, je fais juste de la brique. Regarde, je mets matériaux de construction, je mets exemple en parenthèse, la brique. Ça n'empêche pas que des fois, il peut y avoir un voyage exceptionnel de 2x4 ou peu importe. Il est quand même couvert parce que matériaux de construction regroupe ça et c'est pas une marchandise target nécessairement. Mais tandis que les marchandises, c'est ça plus target, comme je disais tantôt, l'aluminium, la viande, tout ça. Ça, faut vraiment le décrire spécifiquement, mais c'est des catégories. Tu sais, je peux pas résumer une catégorie de réfrigéré. Idéalement, faut y aller, faut essayer de décrire. L'assureur va de toute façon poser des questions. Mais, tu fais du réfrigéré, mais tu sais. Mais tu fais du dry box, c'est ça. Si tu fais du dry box réfrigéré, mettons, moi j'ai un lot de salade, puis je la gèle. Elle est perdue, ma salade, parce que je l'ai gelée. Ça peut arriver, ça, à n'importe qui. Faut que ça soit déclaré à ce moment-là. Moi, je fais du lot de salade ou c'est encore là, ça embarque dans une catégorie? Bon, ben c'est sûr que tu as déclaré que tu faisais de l'alimentaire, tu vas être assuré. C'est bon, fruits, légumes, tout ça, tu vas être assuré. Mais exemple, on va y aller vers l'exemple où tu fais du transport réfrigéré, tu fais pas de fruits et légumes et tu as un voyage exceptionnel de salade parce que tu veux dépanner un client ou quoi que ce soit. C'est pas grave. Tu vas être quand même assuré si c'est un sinistre. L'assureur va le constater dans tes marchandises transportées que c'est un voyage exceptionnel parce qu'on est capable de tracer c'est quoi tes types de voyages. Puis bon, puis là, on s'entend que des fruits et légumes, c'est pas ça qui change nécessairement un prix. Donc, il va te couvrir quand même, il va te payer quand même, puis il va voir que c'est exceptionnel. C'était pas de mauvaise foi que tu ne l'as pas déclaré. Mais exemple, tu décides de transporter une citerne de fioul. Puis tu oublies d'appeler ton assureur. Là, ça se peut que ça soit pas très positif. T'sais, il va te payer quand même, probablement, mais ça se peut que ça soit pas très positif parce que c'est clairement une aggravation de risque. C'est une tâche au dossier, là. Ben, je peux te dire une tâche au dossier où ils vont vérifier encore une fois s'il y a eu de la mauvaise foi. Si on est capable de prouver qu'il y a une mauvaise foi, que tu voulais juste pas payer le prix en conséquence d'assurer le transport de fioul, ben ça se peut que c'est la confiance, un contrat d'assurance, comme je disais tantôt, c'est un contrat de bonne foi, c'est un contrat de confiance. Et là, c'est un acte qui brise un petit peu la confiance. Donc, le résultat final, c'est propre à chaque assureur, mais bon, la confiance est ébranlée. En résumé, t'es mieux de geler un lot de salade que verser une citerne. Ouais, c'est
Je vais le dire de même, là, mais au moins tu sais que t'es assuré pour ce que tu transportais, puis tu t'es pas écarté de dire je vais aider un de mon chum qui est dans le jus, m'a piné sa cisterne, puis il m'arrive une bad luck. Il de faire son voyage. Même si, comme tu dis, oui, l'assurance au final va possiblement payer, là, il faut que tu prouves que tu sois de bonne foi, puis là, c'est la confiance. Faut vraiment se rappeler ça, puis bon, le mot final quand même, c'est de dire on est bien mieux juste un petit texto, un petit email à notre courtier, puis ça prend 3 secondes, au moins il l'ajoute. Mais, tu sais, encore là, le mot d'ordre, c'est vraiment la confiance, c'est de ne pas ébranler la confiance envers notre partenaire, parce que notre assureur est le partenaire du transporteur, du courtier. Donc, c'est comme une relation de couple, il faut avoir confiance. C'est de la confiance. Oui, c'est très important. Oui. Hey, j'ai appris quelque chose tantôt en lisant ce que tu nous avais envoyé, puis je suis un peu tombé en bas de ma chaise parce que moi, je pensais que même si tu suivais une formation autre que le CFTR, que tu étais reconnu, au niveau de l'assurance, tu étais reconnu comme une équivalence d'expérience. Mais là, ce que tu nous apprends, je trouve ça un peu particulier. Oui, c'est ça, puis on parle, peut-être le CFTR, puis on en a parlé. Peut-être pour amener la fameuse approbation de chauffeur. Je sais pas si, pour peut-être donner un portrait, les non-flottes ont besoin d'approuver leur chauffeur avant de les embaucher. OK. Donc, je sais pas. Donc, au niveau des critères, habituellement, les critères minimum de base pour embaucher un chauffeur, c'est 25 ans et plus. 3 ans d'expérience classe 1. Pas d'incident ou d'accident majeur, pas trop de tickets. Ou sinon, un CFTR. CFTR qui est actuellement en lien avec le nombre d'heures, la formation, qui est pas mal une des seules écoles reconnues actuellement par les assureurs. Comme équivalent, je peux dire. Ah. OK, mais c'est bon à savoir. Oui. Ouais. Puis, beaucoup ne savent pas. Je sais pas si tu es familier avec le CFTR, dans le fond. Exemple, moi, j'ai mon classe 1, ça fait un an, puis je vais être embauchée sur X flotte, mais j'ai pas mon CFTR. Il y a quand même possibilité d'aller passer le cours équivalence des acquis. Équivalence des acquis qui est en une journée, c'est gratuit, puis tu as ton diplôme en poche. Aussi simple que ça. Mais là, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peut faire ça, là. Faut que tu aies un classeur. Parce que dans le fond, c'est le cours du CFTR de 5 mois, je me trompe pas, mais en une journée. Donc, exemple, moi, qui n'ai jamais chauffé un camion, qui n'ai jamais rien arrimé, probablement qu'ils ne me laisseront pas y aller. Mais quelqu'un qui a une classe 1, qui a un peu l'habitude de tout ça, oui, n'importe qui a le classe 1, il peut y aller. Est-ce qu'on parle du CFTR, mais est-ce qu'on parle du CFTC aussi? J'imagine que les deux rentrent là-dedans. OK. Oui. Okay. Oui. Puis même sur leur site web, c'est cours formation équivalence des acquis est là. Puis oui, c'est très simple. C'est très simple d'y accéder. J'ai envoyé plusieurs clients, leurs chauffeurs là-bas. Puis ça fonctionne très bien. OK. Et après ça, tu peux être embauché. C'est positif. Moi, quand j'envoie un assureur, exemple, une approbation de chauffeur, au moins avec le diplôme CFTR, si, exemple, t'as pas 3 ans de classe 1, moi, ça me donne des outils plus pour après ça accepter que le chauffeur soit accepté comme conducteur sur la flotte. Donc, c'est quand même assez important et prioritaire là, de passer par cette étape-là. Là. C'est prioritaire. Ça dépend. Par exemple, si je ramène ça aux deux types, si tu veux être embauché, c'est un chauffeur qui veut conduire toute sa vie chez une flotte majeure qui n'a pas l'approbation de chauffeur. C'est certain, j'ai même des flottes qui l'exigent le CFTR ou qui l'accueillent à bras ouverts parce que souvent, c'est un plus-value où il y en a qui le donnent. Mais je ramène ça à plus ceux qui ont besoin d'une approbation de chauffeur, les non-flottes. Donc, on va dire en moyenne les 6 à 10 camions et moins. Bien, si tu veux être embauché chez ces compagnies-là, puis tu n'as pas beaucoup d'expérience, oui, je le recommande de l'avoir. Ça va être beaucoup plus positif pour toi. Plus positif, c'est ça. Plus positif, puis tu vas avoir plus de chances de te placer dans des bonnes compagnies qui, justement, recherchent ce saut-là. Là. Exactement. Puis,
Et justement, vu que tu n'as pas beaucoup d'expérience, c'est pas mal ça, parce que sinon, ça se peut que tu sois refusé et que tu peux te faire embaucher chez ces compagnies-là. OK. Ah, bien, c'était très intéressant. Écoute, c'est quelque chose que je ne savais pas parce que, je ne sais pas s'il en reste encore beaucoup d'écoles de formation indépendantes, autres que le CFTR et le CFTC, que les autres sont vraiment reconnus, là. Mais ça veut dire que tant qu'à faire une formation, on va la faire dans le sens du monde pour justement avoir les meilleures chances possibles de le placer dans l'industrie. Oui, c'est quand même, dans l'équation du choix, c'est quand même à ne pas négliger. OK, très intéressant. Moi, j'ai une question hors sujet. Au niveau des assurances, là, mais c'est quoi le transport qui est le plus dur à assurer présentement là, dans les années qu'on est là? Y a-t-il une strate de transport qui est plus dur à assurer que d'autres ou en général, ça s'équivaut pas mal? Non, ça demeure qu'il y en a encore qui sont plus difficiles. Là, on parle bien au niveau des marchandises. Oui, exactement. Ouais. Ben, bien évidemment, on parlait du transport de fuel. Tout ce qui est essence, c'est plus difficile. Plus tout ce qui est matière dangereuse. Quelqu'un qui fait de la matière dangereuse, c'est plus difficile à assurer parce que, j'en avais un qui faisait de la dynamite, transport de dynamite, tout ça. C'est pas évident. Oui, tu peux avoir un assureur, mais après ça, tu changer d'assureur, c'est pas nécessairement évident. Après ça, je dirais, VRAC, c'est du cas par cas. Là, c'est un petit peu moins pire dernièrement. VRAC, c'est pas nécessairement. Ce qui est plus difficile à assurer aussi, c'est quand on fait beaucoup, beaucoup de gros US. Donc, quelqu'un qui fait, exemple, un 90% US, il n'y a pas beaucoup d'assureurs qui en veulent. Oh, OK. Donc, souvent les assureurs limitent le pourcentage hors Québec. Je vais même aller hors Québec. Donc, quelqu'un qui fait beaucoup d'Ontario, ça peut parfois être problématique. Mais ça, c'est souvent un ensemble de choses. Donc, si tu n'as pas un beau PEVL, tu as un beau PEVL, tu as un beau rapport de perte, mais tu fais beaucoup US, Ontario, tu as une grosse flotte. Peut-être qu'il y en a un qui va accepter, mais bon, si on parle des critères à la base, actuellement, beaucoup d'US aussi problématique. Aussi, quelque chose qui peut être problématique pour nous assurer, c'est si jamais on fait trop de courtage à l'intérieur de notre compagnie. Tu veux dire? Quand je parle de courtage, c'est exemple, moi, je suis un transporteur et je reçois un appel pour un transport, je peux pas le faire, je le revends à quelqu'un d'autre pour qu'il fasse le transport. Donc, le courtage est problématique à assurer parce que, j'ai beaucoup d'assureurs qui limitent un pourcentage de revenus en courtage. Donc, exemple, ton chiffre d'affaires de transport versus le courtage ne doit pas dépasser, exemple, là, je dis un chiffre en moyenne, 20 %. Okay. Si jamais tu fais plus, je dis 20 %, j'ai des assureurs que c'est 10, d'autres que c'est 15, c'est du cas par cas. Puis de plus en plus, avec les années, ils réduisent le pourcentage de courtage accepté. La raison, là, je vais aller dans le spécifique d'assurance. Les dernières années ont été extrêmement problématiques au niveau de la protection FPQ6. Protection des non-propriétaires automobiles, qui est une protection sur notre police responsabilité civile de compagnie. La raison. Exemple, moi, encore une fois, j'ai une compagnie de transport. Je te vends un voyage à toi d'une transport. Et tu pars, puis tu t'en vas aux États-Unis, puis tu as un accident. Et tu tues une famille de futurs médecins. OK? Bien évidemment, la majorité du temps, les brokers ont 2 millions de responsabilités civiles pour plein de raisons, que ce soit le prix et tout ça. Fait que, exemple, ton assurance à toi va payer le premier 2 millions. Mais souvent, futurs médecins et tout ça, avenir prometteurs, vont poursuivre pour la totale. Donc, exemple, ils te poursuivent toi pour 5 millions. OK? Toi, tu payes le premier 2 millions que tu as sur ton assurance. Okay. Mais après ça, ils vont dire, OK, c'est qui t'a vendu le voyage? C'est moi, Transport Giroux. Donc, ils vont poursuivre pour le 3 millions qui manque sur ma police d'assurance sous la protection FPQ6
non-propriétaires, des non-propriétaires automobiles. OK. Ah. Et ça a beaucoup payé. C'est pas un mythe. Et c'est une des raisons que les assureurs n'aiment pas beaucoup le courtage. Oui, c'est ça. Exact. Je comprends. Donc, c'est ça. Puis, c'est ce que je vous dis là, beaucoup... c'est ça. Beaucoup sont pas au courant. Puis bon, tu sais, des fois, on veut rendre service à un ami. On veut justement le dépanner. On revend le voyage. Et bon, à quelqu'un de fiable. Mais ça prouve qu'il faut vraiment faire des vérifications diligentes avant de revendre un voyage et d'être conscient que ça peut quand même revenir vers nous. C'est pas parce qu'on donne au suivant qu'on n'est plus responsable. OK. C'est intéressant. Je t'aurais peut-être une dernière, à moins que tu aies une question, Jean-Simon, Jean-Michel. Non, moi, j'ai J'en aurais peut-être une dernière, puis j'entends les gens qui écoutent le podcast présentement qui disent « Hey, vous n'avez pas parlé! » Et oui, ça m'a trotté dans la tête. Les coûts d'assurance, ça a explosé dans les dernières années. Ça peut varier de combien de pourcentage dans les dernières années que les prix ont augmenté? Parce qu'on ne se cachera pas, là, ce qui se passe sur la 401 puis un peu partout, ça a des effets dominos, là. Oui, mais je vous dirais sincèrement, on a vécu la grosse crise d'assurance, bon, bien évidemment, mais depuis les dernières années, puis même, ça s'est relativement stabilisé. C'est pas qu'il n'y a pas d'augmentation, mais bon, on a passé les grosses augmentations qu'on avait. OK. Ça s'est plus stabilisé. Puis le mot d'ordre côté assurance, c'est prévention sécurité. Donc, l'assureur regarde beaucoup, est-ce qu'à l'intérieur de son entreprise, si on parlait de PVL, tout ça, est-ce que, c'est pour qualifier l'augmentation, ils veulent avoir des transporteurs sécuritaires pour justement gérer leurs risques en conséquence. Donc, j'ai pas de pourcentage actuellement d'augmentation ou quoi que ce soit pour cette année, mais je dirais vraiment le marché s'est beaucoup plus stabilisé et vraiment le mot d'ordre c'est ça, c'est de prévention, sécurité. Puis dans l'optique d'avoir des meilleurs prix d'assurance, c'est vraiment le mot d'ordre. Bon, mais c'est excellent. Écoute, Chanel, s'il y en a qui veulent te joindre, qui veulent avoir des informations, qui cherchent un bon courtier, une bonne courtière pour... Produit en assurance. Exactement. Elle a son affaire. FRE solide. Elle connaît le produit. On fait quoi pour te rejoindre? Dans le fond, je suis très à l'aise soit par courriel, soit par téléphone aussi. Donc, par les médias sociaux aussi, Facebook, c'est toujours un plaisir de répondre aux questions. J'en ai souvent qui m'écrivent questions comme ça me fait toujours plaisir. Sinon, mon numéro de téléphone, même chose, est sur mon Facebook. Sinon, c'est le 438-835-3853. Chanel Giroux, qui est directrice régionale transport chez BFL Canada. Hey, un gros merci. Merci beaucoup de ton pour ton temps. Merci. C'est bien apprécié puis très intéressant. Nous autres aussi, on va reprendre ça. Puis quand tu passes dans le secteur, fais-nous signe. On va t'inviter dans nos studios puis on pourra parler de d'autres choses. Exactement. Certainement. Merci beaucoup. Merci, Chanel. Rendez-vous. Merci, bye-bye. Bye-bye. Vraiment intéressant. Oui, c'est intéressant, mais il y a beaucoup de sujets côté assurance. Il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de questionnements. Là. Puis je suis convaincu que aujourd'hui, les gens qui vont écouter le podcast, il y en a beaucoup qui vont dire « Ah ouais, OK, celle-là, je ne le savais pas. » Moi, le premier, là, OK, je ne suis pas un camionneur, mais je me disais, quelqu'un qui charrie un dry box, n'importe quoi, il est assuré d'office, il n'y a pas de trouble. Non, il y a des particularités qu'il faut que tu checkes, il faut que tu vois avec ton assureur. Oui, exact. Puis comme on disait, des fois, prendre 2-3 minutes pour appeler notre assurance. Combien il y en a qui le font? Pour se renseigner ou pour s'assurer de ce qu'on fait, si c'est correct, ou les renseigner sur un futur voyage, le matériel qu'on va transporter, je pense que c'est du temps bien investi. S'il arrive un accident ou il arrive de quoi, puis qu'on n'est pas couvert parce qu'on n'a pas avisé les assureurs, je pense que... Prenez le temps. Prenez le temps de vérifier si vous êtes bien assuré comme il faut. Puis, un petit téléphone, comme Jean-Michel a dit, ça prend quoi? 2-3 minutes. Comment ça prendra un 15 minutes, mais qu'au final, vous dites, OK, je suis bien assuré, je suis correct. Ou, ouf, je n'étais pas bien assuré, je n'étais pas bien couvert. Là, on vient de corriger la situation. Une chance que je les ai appelés pour les aviser. Ouais, exactement. S'il arrive de quoi, des fois, il est trop tard. C'est exactement comme ça. Hey, je fais un appel à tous. J'aimerais ça, dans nos prochains podcasts, parler avec un chauffeur de camion planétaire. Moi, c'est un métier qui me fascine.
j'écoute des reportages à Canal D ces derniers temps. Là. Il y a une émission spéciale. En tout cas, il y a une émission sur les camions planétaires. Là. C'est un monde, ça aussi. C'est pas n'importe qui, ça. C'est assez spécial à voir. C'est des chargements gigantesques. Oui, avec des camions gigantesques. Fait que si vous connaissez quelqu'un ou quelqu'un qui nous écoute présentement et dit « Oh oui, je peux vous parler », contactez-nous via la page Facebook de Truck On. Écrivez-nous, puis on va rentrer en contact avec vous. Puis prochainement, dans un podcast, on pourrait faire une émission. Oui, même vous inviter ici si vous n'êtes pas trop loin. Sinon, on le fait par téléphone ou via Messenger. Ça va nous faire un grand plaisir. Continuez à partager nos podcasts. Continuez à nous écouter sur la plupart des plateformes. Allez vous abonner à la page Facebook également de Pro Diesel Bellechasse et Rive-Sud. Je vous le dis, si vous avez des besoins en mécanique de véhicules lourds diesel, tout ce que pick-up diesel, tout ce que de machinerie lourde diesel, Jean-Michel, on fait quoi nous autres? Oui, on fait un peu de tout en réalité. Là, on peut faire de la réparation de moteurs, remise à neuf de moteurs, programmation, du check engine, on fait les diagnostics. On est équipé à fine pointe de la technologie. Oui, monsieur. On est capable de diagnostiquer assez rapidement les problèmes que vous avez sur vos camions. Là. Problème duré, là, appelez-nous. On va vous régler ça dans exact. claquement de doigts, ça va nous faire plaisir. 418-291-1234 pour nous joindre. Si vous voulez m'appeler, je suis le représentant. Ça a l'air. 581-309-5659. Ça va nous faire un plaisir de s'occuper de vous. Jean-Michel, un gros merci encore une fois. Oui, merci à toi. Ça a passé trop vite. Oui, ça va vite. Et, écoute, on prend ça et on termine ça comment, mon ami? Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le. Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!